tous les regards sont tournés vers l'Iran. Les frappes conjointes des États-Unis et d'Israël sur l'Iran ont ouvert une séquence d'une gravité exceptionnelle. Au-delà des installations militaires visées, c'est l'équilibre même du Moyen-Orient qui est en jeu. La mort d'Ali Khamenei crée un vide politique inédit à Téhéran au moment même où le régime faisait déjà face à une contestation interne profonde et à une crise économique majeure. Riposte des missiles, tensions dans le Golfe, menaces sur le détroit d'Ormuz. La question n'est plus simplement militaire, elle est énergétique, diplomatique et stratégique. Est-ce que nous assistons à un simple épisode de plus dans l'affrontement irano-israélien ou à un tournant historique qui pourrait redessiner durablement la région et peut-être même l'ordre mondial? Pour en parler, nous sommes avec le géopolitologue Pascal Boniface. C'est parti pour l'entretien. Pascal Boniface, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est de savoir justement qu'est-ce que la mort de Khamenei change concrètement dans la structure politique de l'Iran à l'heure actuelle? Elle change beaucoup de choses. C'était le guide suprême, le véritable chef de l'Iran, le véritable patron depuis 1989. Donc c'est lui qui a façonné l'Iran tel qu'on connaît. C'est lui qui avait empêché toute tentative d'ouverture, qui avait maintenu un régime extrêmement répressif et qui avait constitué ce qu'il appelle l'axe de la résistance avec différents alliés dans la région qui tous ont subi des échecs majeurs. Donc c'était quand même celui qui dirigeait l'Iran depuis très longtemps, qui en était l'homme fort. On savait qu'il était fragile, on savait qu'il était malade, mais bon, là il a été tué par une frappe israélienne. C'est tout à fait différent et donc ça fait un vide du pouvoir. Sauf que, contrairement à peut-être à ce qu'espérait Donald Trump, ce vide du pouvoir n'est pas tout à fait vide parce qu'il y a une succession et qu'il y a un ordre qui a été prévu d'ailleurs du fait de la maladie et de la santé très fragile du guide. Donc on ne débouche pas sur un vide du pouvoir. Il est remplacé, et bien sûr, par quelqu'un qui n'aura pas l'autorité et l'aura qu'il avait auparavant. Donc là, le régime peut quand même, malgré la mort de Khamenei, le régime peut tenir. C'est ce qu'il fait en ce moment. Il tient à la fois militairement et politiquement. Il tient militairement par des représailles, il tient politiquement par la répression. Mais effectivement, il n'y a pas un changement de régime. Il y a un changement de leader, mais ce n'est pas pour le moment un changement de régime. Et on peut penser que le régime iranien, qu'on s'en réjouisse peu de monde ou qu'on le déplore la majorité, est suffisamment solide pour résister, y compris à cette vague militaire. Ça fait très longtemps qu'on annonce la fin du régime. On l'avait annoncé à de multiples reprises. Effectivement, il a perdu sa base populaire. Il n'y a plus peut-être que 20% des Iraniens qui le soutiennent. Le problème, c'est que ceux qui soutiennent le régime ont les armes et ceux qui le contestent n'en ont pas. Et donc, ça fait toute la différence, sachant que même s'il a évoqué ce sujet, il n'est pas question pour l'instant que les États-Unis ni même Israël envoient des troupes. Donc, en fait, comment on peut renverser un régime? Par une contestation interne, mais elle sera réprimée, par un groupe armé qui pourrait le renverser, comme on l'a vu en Syrie. Mais pour l'instant, il y a bien des groupes armés au Balouchistan et en région kurde, mais ils ne veulent pas venir à Téhéran, ou pour une invasion terrestre qui est pour l'instant rejetée parce que là, Donald Trump franchirait toutes les limites par rapport à son propre électorat. Donc là, pour l'instant, si je vous entends, l'Iran ne risque pas l'implosion, pour l'instant en tout cas. Ah bah, l'Iran risque l'implosion si les choses continuent. Il risque la guerre civile, il risque l'éclatement, il risque effectivement de pouvoir. Là, pour l'instant, les Américains commencent un peu à essayer d'aider des groupes armés en Kurdistan ou au Balouchistan. Donc, il y a un risque de sécession, il y a un risque de chaos. On voit ce qu'a donné la Libye, on voit ce qu'a donné l'Irak après une intervention militaire qui était terrestre pour l'Irak et qui était purement aérienne en Libye. Sauf qu'en Libye, il y avait de nombreux groupes armés qui se sont emparés de parties du territoire. Les États-Unis et Israël, quelle stratégie poursuivent-ils vis-à-vis justement de l'Iran? On l'a évoqué depuis plusieurs jours, mais concrètement, quelle est leur stratégie à ces deux pays? On a du mal à la voir du côté de chez Trump, puisque un jour il dit qu'il veut mettre fin aux capacités balistiques de l'Iran, après c'est le programme nucléaire, après qu'il veut aider la population à se libérer d'un régime qui les martyrise, et ensuite c'est qu'il veut se débarrasser d'un régime qui est hostile aux États-Unis. Donc il poursuit plusieurs buts à la fois. En fait, je pense que le but de Donald Trump, c'est tout simplement de renverser le régime
pour pouvoir dire à ses électeurs qu'il a réussi là où tous ses prédécesseurs ont échoué. C'est un peu une marotte qu'il a chez lui de prouver que c'est le meilleur de tous les temps et que depuis Carter, tous les présidents américains ont échoué et que lui va réussir. Du côté de Benjamin Netanyahou, s'il resserre l'opinion publique et la classe politique israélienne autour de lui, c'est toujours ça de gagner. Il peut régler encore quelques comptes avec le Liban, puis peut-être bientôt avec la Syrie. On parle moins de Gaza, on parle moins de la Cisjordanie pendant ce temps-là, alors que les répressions continuent. Et puis surtout, le but de Netanyahou n'est bien sûr pas d'amener la démocratie en Iran, contrairement à ce que ceux qui le soutiennent en France essaient de nous faire croire, ou en le réclamant pour eux-mêmes. Disons qu'il veut un Iran le plus faible possible. Disons que s'il y a un Iran qui était dans l'état de l'Irak aujourd'hui, ça lui irait très bien. Il ne veut plus qu'il y ait d'État puissant dans la région à part le sien. L'Iran, justement, à part le soutien du Hezbollah, on sent pas trop de soutien aux alentours pour les Iraniens. Est-ce que, je sais pas, des milices irakiennes ou les Houthis pourraient permettre d'élargir le conflit? Dans le cas des Houthis, c'est déjà fait, puisque si le canal de Suez est non pas fermé, mais déserté, c'est à cause de la menace que les Houthis font peser en mer Rouge. Pour l'instant, les milices irakiennes n'ont pas encore trop donné l'assaut aux installations militaires américaines. Mais surtout, ce que l'on voit, c'est que les deux grands appuis de l'Iran, qui étaient la Chine et la La Russie, le laissent Russie. tomber. Et que l'Iran se débrouille seul. L'Iran a beaucoup aidé la Russie en termes militaires, en termes de drones, dans la guerre contre l'Ukraine. Maintenant, la Russie peut s'en passer et Poutine un peu coincé entre le fait de ne pas laisser de voir son allié irakien éventuellement tomber, mais de ne pas s'opposer trop fort avec Donald Trump parce que l'Ukraine compte plus que l'Iran pour Poutine. Quant à la Chine, elle ne veut pas se lancer dans un conflit, elle observe ça, elle va perdre un allié, mais en même temps, elle pourra gagner sur un autre plan en disant en fait un peu partout que finalement lui, la Chine, elle, c'est un pays stable, c'est un pays qui coopère de façon pacifique avec les autres, alors que le pays qui fait le désordre, le pays qui provoque des guerres illégales, qui tue des dirigeants, ce sont les États-Unis. Et la Chine espère bien capitaliser sur ce côté répulsif des Américains pour élargir son influence dans le sud global. Et l'Europe dans tout ça, justement, que pensez-vous de la position des pays de l'Union européenne, même si tous ne sont pas forcément d'accord, mais on va dire que les grands pays de l'Union européenne ont une position très particulière. Vous en pensez quoi? Alors, on va voir ce que dit le président de la République d'ici un peu moins d'une heure, mais pour l'instant, à part l'Espagne, on peut dire que les Européens ont oublié leurs principes. Normalement, les Européens sont là pour respecter le droit international, pour faire la promotion du droit national. Normalement, l'assassinat de dirigeants, même si on ne les aime pas beaucoup, n'est pas permis par le droit international, de même que bombarder un pays qui ne vous a pas attaqué. Donc en fait, cette guerre est illégale, l'assassinat de Khamenei est illégal, évidemment, et les Européens, à part, une fois encore, le Premier ministre espagnol, n'ont rien dit sur le caractère illégal de la guerre, pour ne pas froisser les États-Unis, et ensuite ont appelé à la désescalade, ce qui est un peu quand même, pour le moins, surréaliste, parce qu'ils n'ont pas condamné l'escalade et maintenant ils appellent à la désescalade. Et donc les pays européens sont coincés par leur alliance avec les États-Unis qui, une fois encore, leur fait mettre de côté des principes auxquels ils s'accrochent d'habitude. Vous venez de le dire, hein, Emmanuel Macron va faire une allocution dans quelques minutes, à 20 heures. Qu'est-ce qu'on peut attendre de la prise de parole du président? Est-ce qu'il pourrait annoncer que la France entre en guerre? Alors, s'il le fait, il prendrait un risque politique important parce qu'il n'est pas sûr qu'une majorité de Français le suivent, l'approuvent. Alors, dans la classe politique, il aura peut-être des soutiens, mais notamment à droite et dans son parti politique. On voit que Gabriel Attal est très en soutien de l'intervention américaine, mais dans le pays, non. Donc, par contre, qu'il puisse, oui, ce qui est normal de faire, c'est de protéger Chypre qui a été atteint par l'Iran, qui est un pays membre de l'Union européenne, et de protéger notre base militaire que nous avons dans les Émirats arabes unis. Donc, que l'on protège nos intérêts ou celui de nos alliés, c'est nécessaire, mais je ne vois pas le président dire que l'on va participer au bombardement sur l'Iran, sauf donc à commettre là une très grave illégalité internationale et surtout se mettre à dos les trois quarts du pays. Justement, parlant du pays, un sujet préoccupe beaucoup de personnes actuellement en France, c'est le prix du carburant. Je propose d'écouter Roland Lescure, le ministre de l'économie, on en parle juste après. Il n'y a aucun
aucun risque d'approvisionnement à court terme en France, ni sur le gaz, ni sur l'essence. Donc ne créons pas un problème qui n'existe pas. Il n'y a aucune raison aujourd'hui de se rouer dans les stations-service. Il n'y a aucun risque d'approvisionnement, ni sur le gaz, ni sur l'essence. Donc on vient d'entendre Roland Lescure se vouloir rassurant, pas d'impact à court terme, il dit, sur le prix du carburant. Mais très concrètement, Pascal Boniface, est-ce qu'à moyen ou long terme, une fermeture du détroit d'Ormuz pourrait changer la donne? Très clairement. C'est que si les choses continuaient, il faut quand même pas oublier que l'espace aérien de nombreux pays est fermé et que le détroit d'Ormuz, et une fois encore, le canal de Suez, il n'est pas fermé, mais il est un peu déserté. Donc, il va y avoir un effet d'inflation. Il va y avoir une montée des prix, une montée, le baril qui était à moins de $60 est maintenant à $80, et ce n'est que le premier pas. Donc, il n'y a pas de risque de pénurie, mais il y a un risque très réel et très certain d'augmentation du prix de l'essence, du prix du chauffage, du prix. Et puis, on sait très bien que quand l'énergie augmente, quand le prix de l'énergie augmente, c'est tous les prix qui augmentent, votre baguette, vos courses. Donc, il y a un risque quand même d'un choc économique. Et donc, si la guerre s'arrête rapidement, non. Mais si elle devait se prolonger, on en subirait un choc économique qui peut être important. Oui, Donald Trump parle d'une guerre de 4 semaines maximum. Finalement, il dit même qu'il est en avance. Quels sont les scénarios les plus probables en ce qui concerne cette guerre dans les prochains mois? Les scénarios, alors l'effondrement rapide du régime iranien, c'est le vœu de Netanyahou et Trump, mais ça fait plus partie du vœu que de la réalité. Il peut y avoir un changement de direction en Iran, il y a un changement de direction, mais donc l'Iran pourrait dire, écoutez, on va négocier, se rapprocher des États-Unis, mais enfin, quand il vient d'être attaqué fortement, ce n'est pas certain qu'ils prennent cette voie-là. Et donc, il y a le risque d'une prolongation du conflit. L'Iran prend un risque énorme en attaquant ses voisins parce qu'il peut se faire des ennemis supplémentaires alors qu'il en a déjà suffisamment, mais il fait cela en pensant que ces pays vont faire pression sur les États-Unis pour mettre fin au bombardement. Mais Trump doit obtenir quelque chose. Il ne peut pas arrêter la guerre, il a pris des risques. Netanyahu n'a pas pris de risque politique. Tout le monde va le soutenir. Aux États-Unis, c'est différent, parce que les démocrates, même Trump ne compte pas beaucoup sur eux, mais les démocrates s'opposent, et surtout une partie de la base MAGA se dit, non, nous on a voté pour toi, pas pour que tu lances des guerres, mais pour que tu les arrêtes. Et il commence à y avoir des gens qui disent America First, c'est pas Israel First. Et cette guerre, on l'a fait pour Israël, on l'a fait pas pour nous. Où sont nos intérêts vitaux dans l'affaire? Et donc, Trump a besoin d'un succès rapide parce qu'une guerre qui s'éternise pourrait lui créer des difficultés politiques. Et pour revenir à l'Iran, comment les Iraniens, en tout cas, vous pouvez imaginer, ou les informations que vous pouvez avoir, vivent-ils cette double crise aussi bien? Juste avant, il y avait une crise économique, le peuple était contre le pouvoir en place, des manifestations réprimées durement et dans le sang. Comment les Iraniens peuvent-ils vivre cette période actuelle? Il y a plusieurs avis. Bon, les partisans du régime, eux, sont remontés en disant, voilà, de nouveau, c'est le grand Satan, ils ont tué le chef. Ceux qui sont opposés au régime vivent entre l'espoir que le régime tombe et la crainte d'être tués dans les bombardements. Ou la crainte aussi d'un chaos parce que, une fois encore, pour le moment, on n'a jamais vu historiquement des campagnes aériennes qui amenaient à un changement de régime débouchant sur une situation stable et démocratique. Ça n'est jamais arrivé. Alors peut-être que l'Iran sera une première, mais je pense que ceux qui disent cela font plus ça pour nous endormir et nous tromper que parce qu'ils le croient vraiment. Donc les Iraniens sont partagés dans leur majorité. Ils sont heureux en majorité de la mort de l'ayatollah Khamenei qui les a durement réprimés, mais ils craignent que cette mort ne débouche pas sur une libération, mais sur le chaos ou simplement des morts. Il y a quand même déjà 750 morts. On n'en parle pas beaucoup dans les médias mainstream, mais il y a quand même cette école où 150 petites filles ont été tuées par le bombardement, plus d'autres morts autour des installations qui ont été bombardées, et le bilan risque de s'alourdir. Justement, on l'a vu, les Iraniens, dans l'immense majorité, sont contents de la chute de Ali Khamenei. Par contre, est-ce que les Américains ont déjà prévu apparemment le fils du Shah pour le remplacer? C'est ça, les États-Unis ont déjà prévu qui devrait prendre la suite? Même pas, parce que Trump dit qu'il ne compte pas beaucoup, mais pour le remplacer, il faudrait qu'il ait quelqu'un qui va l'amener à Téhéran. C'est-à-dire que pour que le fils du Shah, que Reza Pahlavi, prenne le pouvoir, il faudrait que
quelqu'un l'amène à Téhéran, et si on l'amène sans qu'il soit hautement gardé, il ne vivra pas très longtemps. Il ne faut pas oublier que son père, le Shah d'Iran, a été mis au pouvoir en 1953 par une intervention américaine et anglaise pour chasser Mossadegh du pouvoir, puisqu'il voulait nationaliser le pétrole. Et que finalement, il a payé très longtemps ce caractère un peu illégitime du pouvoir. Donc, si Reza Pahlavi arrivait dans les fourgons de l'armée de l'air, de l'armée américaine, est-ce que sa base serait forte? Mais une fois encore, il y a des gens qui pensent effectivement que tout serait mieux que Khamenei, et tant pis, pourquoi pas celui-ci, même si c'est un peu un retour à 50 ans en arrière pour beaucoup. Le tout, c'est que qui va l'amener au pouvoir et qui va s'assurer de sa sécurité et de l'exécution de son pouvoir exécutif s'il était au pouvoir. Donc c'est plutôt vite dit que vite fait. Vous l'avez dit un peu avant, les guerres ou ce genre de conflit, c'est aussi des guerres médiatiques. Et on le voit, il y a quelque chose qui se répète un peu, en tout cas, sur ce début de conflit. C'est, dans certains médias en tout cas, des questions sur les chiffres donnés par le Croissant Rouge iranien ou autre. Comment on explique qu'encore aujourd'hui, dans ces médias-là, on est toujours en train de discuter sur les chiffres des morts? Vous l'avez dit tout à l'heure, effectivement, il y a l'école avec ces jeunes filles où, au début du conflit, on nous a dit, est-ce que c'était vraiment une école? Est-ce que c'était pas encore un bouclier humain? Comment vous expliquez ça, vous qui, justement, pendant un moment, allez beaucoup dans tous ces médias-là? Pourquoi ils sont toujours un peu réticents à donner les chiffres donnés par le pays lui-même? En fait, là, je n'y vais plus, j'y suis interdit de séjour maintenant, désormais. Pourquoi? Parce que c'est pas de l'information. Enfin, c'est une information, mais qui gêne le récit. Le récit, c'est que l'opération américaine-israélienne se passe bien et qu'elle débouche sur un avenir radieux. Si vous commencez à énumérer le nombre de morts, eh bien, bon, on avait le même négationniste sur le nombre de morts à Gaza. Rappelez-vous, ceux qui disaient que le Hamas exagérait les chiffres, l'armée israélienne elle-même a confirmé les chiffres du Hamas, qui d'ailleurs doivent être plutôt sous-évalués que surévalués. Donc il y a ce négationnisme qui est là pour endormir le public, pour dire écoutez, non, vous inquiétez pas, tout se passe bien, tout est sous contrôle et il n'y a pas de mort. En fait, oui, il y a des morts. Il y a des morts et il y en aura d'autres encore. Pascal Boniface, merci d'avoir été avec nous. Je rappelle, vous êtes géopolitologue et directeur de l'IRIS. Nous n'hésiterons pas à faire appel à vous au cours des prochaines semaines pour y voir un peu plus clair sur ce conflit au Moyen-Orient. Merci d'avoir été avec nous. Merci de l'invitation.